Le soleil vient de se lever et c'est l'heure pour ce jardinier de commencer sa journée. Cette petite pioche, c'est tout son attirail pour aller travailler au paradis. Comme lui, ils sont 150 jardiniers à travailler au Taj Mahal à Agra. Un Éden construit au XVIIe siècle par l'empereur moghol Shah Jahan pour y accueillir le mausolée de son épouse bien-aimée, Mumtaz Mahal, morte en mettant au monde leur 14e enfant. Shah Jahan, qui veut dire en persan le roi du monde, est profondément éploré. Il ne veut pas seulement imaginer son épouse au paradis, il veut la voir. Alors il dessine lui-même ce mausolée de marbre blanc, incarnation de l'être aimé, au jardin d'Éden. À l'intérieur, dans un écrin de marbre incrusté de pierres multicolores, il dépose le corps de sa bien-aimée. Ce mausolée blanc, hymne à l'amour perdu, va entrer pour l'éternité dans la légende. Aujourd'hui, c'est le monument le plus visité d'Inde. 15 000 personnes par jour viennent y prendre la pause. À l'extérieur de l'enceinte, voici Mohamed Keke. Il a été le conservateur en chef du Taj Mahal pendant 2 ans. Un paradis que Shah Jahan a mis en scène en plaçant cette porte colossale à l'entrée. Le bâtiment principal a été conçu comme un magnifique jardin. Et avant ce jardin, on a posé un voile. Le but du voile, c'est que personne ne voit le Taj Mahal d'un seul coup. Il a été conçu comme une femme lors de la nuit de noces. Elle porte un voile fin devant le visage et l'époux doit s'approcher et doucement le soulever. Et à chaque pas, l'âme de Mumtaz Mahal se dévoile. Shah Jahan a posé l'édifice tout au fond de son jardin d'Éden, sur la ligne d'horizon. Le ciel fait ainsi totalement partie de l'architecture et ses variations se reflètent sur le marbre blanc. Si vous venez le matin, elle sera fraîche et parfumée, comme une fille qui sort du bain. Venez à 10 heures, elle sera changeante, comme une adolescente. Venez à midi, elle resplendira de sa beauté. Venez à 16 heures, elle sera en train de s'assoupir et pendant la nuit, elle sera calmement endormie. Ce monument change de couleur tout le temps. Pour que ce miracle se produise chaque jour, la Dame de Marbre requiert toute l'attention des conservateurs. Voici l'atelier de restauration. C'est ici que l'on taille les morceaux de marbre qui vont remplacer ceux qui sont altérés sur l'édifice. Chaque pierre est sciée à la main, avec ce fil de fer. Et ici, la rapidité d'exécution n'est pas un critère. Ça prend du temps, mais au moins c'est parfait. Si on utilisait une machine, on n'aurait pas cette perfection. Ensuite, on va l'insérer dans les motifs de marqueterie. La marqueterie de marbre, Shah Jahan en raffole. Alors il en ajoute partout. Turquoise, corail, malachite, lapis lazuli. Une quarantaine de pierres semi-précieuses sont utilisées, auxquelles s'ajoutaient diamants, rubis et émeraudes, pillés depuis bien longtemps. Au Taj Mahal, Shah Jahan emporte cet art à son sommet. Chaque motif représente une fleur, dont certaines étaient jusque-là inconnues en Inde.
Les acanthes, par exemple, sont un motif qui vient d'Europe, car les Portugais sont venus en Inde et ils ont apporté avec eux des copies de la Bible, dans les marges desquelles il y avait des fleurs dessinées. Ces Bibles ont été apportées dans les harems des Moghols, et c'est de là que viennent ces motifs floraux. Les émissaires européens ne lui apportent pas seulement des Bibles. Bijoux et cadeaux précieux sont aussi offerts à ce puissant empereur musulman. Avec son empire de 2,5 millions de kilomètres carrés et ses 125 millions de sujets qui parlent 30 langues, Shah Jahan, 4e empereur de la lignée moghole, est un souverain qu'il vaut mieux avoir comme allié. Certains diront que c'est justement pour montrer sa puissance que Shah Jahan a construit le Taj Mahal. Les Indiens, eux, en ont fait le lieu culte de leur plus belle histoire d'amour. À 450 km de là, voici la mine vertigineuse de Makarana, d'où provient le marbre du Taj Mahal. Et ici, on travaille sans filet. Mohamed est l'un des descendants des 20 000 ouvriers qui ont travaillé sur le chantier du mausolée. Et depuis 350 ans, le métier de sa famille, c'est la marqueterie. Aujourd'hui, il est venu vérifier la qualité de sa matière première. Regardez, c'est de cette mine que l'empereur Shah Jahan a fait extraire son marbre. Et nous, on continue à le prendre ici. Vous voyez, ça fait 400 à 500 pieds de profondeur. Avant, c'était une grande montagne et maintenant, il faut creuser très profond. À cette période, il avait créé une route pour les éléphants entre Agra et Makarana. Certains allaient dans un sens, les autres dans l'autre. C'était des allers-retours incessants pour ramener le marbre. C'est un marbre de très bonne qualité. Vous ne pouvez pas trouver aussi bien ailleurs. Parce que Shah Jahan était un saint, en plus d'être un empereur. Il savait tout, et donc depuis 400 ans, on fait comme lui. On vient depuis Agra acheter le marbre. C'était un saint, et il savait tout de la nature. Mohamed vient ici 4 fois par an pour acheter des assiettes et divers objets de marbre. Il les incrustera ensuite de pierres semi-précieuses dans la tradition de marqueterie du Taj Mahal. Our ancestors, as they do work in the Taj Mahal, so there is the one specialty of this marble. There is the crystals you can get in the marble. That is the main thing. And the main thing is that also it is the soft for our hands. It is hard for you, but for us it is the soft. You can see the crystals are here. Regardez, on voit les cristaux. It is just like the salt. C'est comme du sel. Which is the twinkling that you can see. C'est ce qui scintille, vous voyez? Just you can see now. The light is coming through. La lumière passe au travers. Retour à Agra, au pied du Taj Mahal. Voici le quartier des artisans marbriers. C'est ici que la famille de Mohamed a installé son atelier de marqueterie. So separately we shape the stones. On façonne les pierres semi-précieuses avec cette meule. Et on se rappe très souvent le bout des doigts avec ça. From the fingers of us when we just shape it. Un travail douloureux parfois, car ses feuilles et ses pétales sont absolument minuscules. Ensuite, pour dessiner, on met de la peinture rouge sur l'assiette, puis on creuse les petites cavités. Regardez. Ensuite, on fixe les pierres avec cette colle spéciale utilisée sur le Taj Mahal. Elle est fabriquée avec des herbes, du jus de canne à sucre, du riz alimentaire, du curry et de la cire. Une fois que la colle a séché, il faut retirer la peinture rouge et polir l'assiette avec une pierre ponce et du sable.
Des gestes qui n'ont pas changé depuis l'époque de Shah Jahan. Est-ce que votre fils fera la même chose que vous? Yes, oui, but I'm not mais je ne suis married, pas encore but when I marié. shall be get married, so I shall be make. Mais quand je le Because serai, it is oui, our family parce job, que c'est le travail de ma otherwise we shall famille. not be do, so this job will be go unfinished. Si mon fils ne le one fait day, pas, because ce everybody métier is going to disparaîtra. get Parce que tout le monde computer, aura un to ordinateur, get the de la technologie. things, but we like to see our art. So we Nous, are nous proud aimons of cet us, art. Nous on sommes us, fiers d'avoir which gardé le we même are métier, getting the par la same grâce job, de Dieu. by the grace of God. Et si Mohamed n'avait que des filles, de toute façon la relève est assurée. Now this is the Et end voilà, of the plate. l'assiette est terminée. Après After qu'on a nettoyé la cleaning the peinture, red cela devient paint, comme it ça. became like this. Là, elle And est after brute. we make Et it ensuite, on la polish. polit et elle It devient is toute without brillante. polish. It is rough now. And we polish it. We clean the red paint now. Grâce à Shah Jahan, la marqueterie est devenue une fierté de la ville d'Agra. L'âme de l'empereur flotte dans ces ruelles du quartier des Marbriers. Mais aussi ici, au Fort Rouge, où il avait élu résidence. Pour y parvenir, la circulation est dense et bigarrée. Au cœur de ce joyeux bazar, voici Ravi. Et moi, j'habite ici, hein. C'est ma ville, hein. Et regardez là, le couleur, c'est magnifique, vous voyez. Le Fort Rouge et ses murailles de 2,5 km de circonférence, c'est le monument préféré de Ravi. Il en connaît toutes les histoires. Vous voyez, c'est immense, c'est magnifique. Et vous voyez la couleur, c'est vraiment gris. Et vous voyez le couleur et l'entrée, ça c'est considéré une forteresse bien protégée. Et dans la douve, il y avait le crocodile et l'alligator pour protéger la famille royale, des ministres royaux, les jolies femmes, et puis vous savez, les choses précieuses comme le trésor. Et alors, le 12e et entre la 3e muraille, il y avait des espaces pour des animaux sauvages comme le léopard, les chats sauvages. Et c'est dans cette forteresse, héritée de son grand-père Akbar, que se trouvait le siège du pouvoir de Shah Jahan. Après chaque bataille, il y revenait en héros. Il entrait par ici et le musicien de côté qui jouait la musique classique, c'était magnifique. Et puis la femme royale, elle restait là, qui jetait le pétale de rose et le jasmin sur les processions. Vous voyez? À la cour de Shah Jahan, le décorum est absolument indispensable. Et le luxe est érigé en art de vivre. Shah Jahan transforme totalement la forteresse en y édifiant des monuments à son goût, en marbre blanc bien entendu. Le style indo-musulman est porté ici à son sommet. Et c'est ici qu'il profite des plaisirs et du faste de son rang. Ici, nous avons dans un endroit très important. C'était la résidence de Shah Jahan et Mumtaz Mahal. Et juste regardez l'ornementation de peinture du palais. Donc, c'est totalement peint avec le couleur précieuse, le couleur d'émeraude, couleur de saphir, de couleur la 24 carats de l'or. Imaginez, le palais entier c'est peint avec le couleur précieuse. Et là, on a le marbre de Makarana. Vous voyez, c'est toujours translucide. Regardez la lumière, ça passe bien. Et puis là, il y avait le mica coloré. C'est pas le verre, le vitraux. Il y avait le mica coloré et les plusieurs couleurs. Et comme ça, comme il y avait le soleil, ça passe dans le palais. En face de son palais se trouvait son harem. On lui prête 5000 concubines, pas moins, qui évoluaient dans ses jardins en forme de tapis et se baignaient dans ce bassin rempli d'eau de rose. Heureusement pour elle, Mumtaz Mahal signifie littéralement la préférée du harem, car l'empereur a, comme on dit ici, le cœur grand. La légende dit en effet que chaque soir, il choisissait parmi les femmes qui dansaient devant lui une concubine pour la nuit. Ces scènes de vie, Shah Jahan les fait représenter par les artistes de l'époque, les miniaturistes.
L'art de la miniature, c'est une autre des grandes passions des empereurs moghols que Shah Jahan va encourager. Nous sommes au Musée national de Delhi. Madame Najet conserve ici quelques pièces exceptionnelles de cette époque. C'est difficile de voir de belles pièces, car les meilleures ne sont plus en Inde aujourd'hui. Vous en avez de belles au musée Guimet, il y en a aussi en Amérique et bien sûr à Londres. Il reste cependant ici une œuvre extrêmement rare. C'est la seule de ce type au monde et je suis fière de l'avoir ici au Musée national. On voit Jahangir, le père de Shah Jahan, qui tient un portrait de la Vierge Marie. Ceci montre à quel point Shah Jahan et son père, Jahangir, étaient libéraux. Ils acceptaient que leurs artistes fassent des portraits d'eux avec la Vierge. Il n'existe aucune autre image dans le monde où un roi porte une représentation d'une autre religion que la sienne. C'est pourquoi elle est absolument exceptionnelle. Bien que musulman, Shah Jahan encourage donc l'art du portrait sans limite, ou presque. Ici, vous pouvez voir la beauté transparente de cette dame. Elle sort du bain et elle parle avec sa servante. Et vous voyez sa beauté. Mais comme le nu n'est pas autorisé, l'artiste lui a peint un vêtement transparent pour recouvrir son corps. Et on voit toute l'élégance des femmes de l'époque de Shah Jahan. L'élégance, c'est essentiel pour Shah Jahan qui raffole des belles étoffes, mais aussi des bijoux, dont il va même jusqu'à parer ses montures. Nous sommes à Jaipur, la capitale mondiale de la taille de pierres précieuses, autrement appelée la ville rose. Une ville célèbre aussi pour cet édifice, appelé le Palais du Vent. Une façade ouverte sur le ciel. À quelques pas de là, dans une rue banale du centre-ville, se trouve le Gem Palace. Pas de garde visible, on nous fait entrer par le fond de cette petite cour. Et derrière ce simple rideau de fer, voici l'étonnant atelier de Munu Kasliwal, l'un des héritiers des bijoutiers moghols. Ici, des centaines de rubis, émeraudes ou diamants passent tous les jours entre les mains des équipes de Munu pour être façonnés. Les pierres brutes sont stockées par milliers dans ces simples bacs métalliques. Qu'est-ce que c'est? Regardez, voici comment les pierres arrivent depuis les mines. Ce sont des rubis. On a des pierres brutes qui arrivent à Jaipur pour être taillées et polies. Comme celle-ci. Ce sont des améthystes qui viennent du Brésil. Et ça, c'est l'une des plus belles concentrations d'émeraudes brutes du monde. Dans ce sac en plastique, il y en a tout simplement pour 20 millions d'euros. Munu Kasliwal fabrique aussi des bijoux, une collection totalement influencée par l'époque de Shah Jahan. Cette collection est inspirée par les anciens bijoux moghols. Les empereurs moghols, et spécialement Shah Jahan, adoraient les faucons et la chasse. Et souvent, ils faisaient exécuter des bagues, comme celle-ci, que l'on appelle des bagues d'archer, en forme de faucon. Regardez maintenant, ça c'est un ancien bijou moghol. Ce sont deux éléphants entrelacés, sertis de diamants, rubis et émeraudes. Il a été façonné avec une technique que nous voulons faire perdurer et qui a été développée pendant la période moghole. On construit une cage d'or autour de la pierre. On utilise du charbon pour chauffer les outils et la chaleur des outils suffit à modeler l'or. Ainsi, on peut coller une pierre à une autre pierre sans l'endommager, car on ne la soumet pas à une trop forte chaleur. Une technique rodée par les nombreuses commandes de Shah Jahan.
Il possède alors le plus grand trésor de pierres précieuses du monde. C'était une façon de montrer leur pouvoir. Cela les rassurait. Et vous voyez, Shah Jahan et son père ne les portaient pas seulement lors des cérémonies. C'était une façon de montrer leur puissance partout où ils allaient. Les bijoux ont joué un rôle très important dans leur vie de tous les jours. Les pierres précieuses avaient aussi, du moins le croyaient-ils, un rôle de talisman. Ils pensaient que chaque planète avait un effet sur eux. Donc ils voulaient que les pierres précieuses les protègent de ces effets néfastes. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Vous savez, quand je suis né, mon grand-père m'a fait un bracelet aux 9 pierres. Ici, les enfants portent un talisman comme cela. Le rubis représente le soleil, le saphir, Jupiter, l'émeraude, Mars, et ainsi de suite. Mounouk Aslival a aujourd'hui pour clients les têtes couronnées et célèbres de ce monde. Lady Di, Jackie Kennedy, Suzanne Sarandon ou encore Goldie Hawn. Pour eux, ils fabriquent des pièces d'exception conservées dans ce petit cagibi. Les carats se comptent ici par centaines. Cette émeraude en fait 200. Mounou vend ses œuvres dans le monde entier. Des pièces aussi belles côté face et côté pile dans la plus pure tradition moghole. Quand vous portez un de ces colliers, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a sur l'autre face. Il n'y a qu'eux qui le savaient. Ils voulaient le meilleur de toutes choses. Et ils voulaient que leur corps sente et voit la beauté aussi. Donc les bijoux étaient travaillés aussi sur l'envers. Et voici le clou de sa collection. Un collier de perles et de diamants. L'envers est bien entendu travaillé. Et c'est le Taj Mahal que Mounou a représenté ici en diamant serti d'or. Hommage à l'empereur et à son inspiratrice, Mumtaz Mahal. Un collier inestimable à la démesure de Shah Jahan, qui s'offrit cette folie. Un trône appelé le trône du Pan. Il fallut pour le fabriquer 1 tonne d'or et pas moins de 250 kilos de pierres précieuses, dont le fameux Koh-i-Noor, l'un des plus gros diamants du monde. Il faisait alors 186 carats. Une femme a ensuite eu la chance d'en profiter. La reine-mère d'Angleterre le portait sur sa couronne. Ce trône, aujourd'hui disparu, se trouvait ici, au fort de Delhi. Nous avons rendez-vous ici avec Pragati. Elle est étudiante en histoire, passionnée par la période de Shah Jahan. C'est un roi connu pour être très juste. Il écoutait beaucoup les gens et leur rendait justice. C'est l'un des meilleurs rois que nous ayons eu. Pas vraiment un très bon gestionnaire, mais un des plus grands constructeurs de l'histoire de l'Inde. Vous aimez venir ici? Oui, j'adore. C'est un endroit très vaste qui nous rappelle notre glorieux passé. Les gens qui nous ont précédés, les constructions qu'ils faisaient à l'époque, et cela fait plaisir d'en faire partie. Ici, à Delhi, Shah Jahan construit pour la postérité un nouveau fort rouge, encore plus grand, plus impressionnant et plus fastueux que celui d'Agra. Delhi est alors situé sur les routes commerciales et Shah Jahan veut inscrire son pays dans une dynamique mondiale. Sa capitale, c'était Agra. Il la déplace ici, à Delhi, car c'était beaucoup plus stratégiquement placé. Et il l'appelle Shah Jahanabad. La ville de Shah Jahan, c'est ça? C'est ça.
Aujourd'hui, Shah Jahanabad, c'est ce qu'on appelle Old Delhi. Un enchevêtrement de petites ruelles et de très nombreux commerces qui rappellent l'importance des échanges commerciaux de l'époque. Pour preuve, les jalebis, ces pâtisseries que l'on déguste dans de nombreux pays musulmans. Vous en trouverez dans un grand nombre de pays du Moyen-Orient. Mais l'original, c'est ici. Si vous allez à un mariage, par exemple, vous en verrez. C'est un plat traditionnel. Shah Jahan veut faire de cette ville une cité idéale. Il y investit donc des sommes considérables sans regarder les dépenses. Il y a une crise financière de l'État à cette époque-là, parce qu'il dépensait trop d'argent à construire des édifices. Vous les avez vus, ils sont immenses, fabriqués avec des pierres très chères. Tout était cher à cette époque-là, et cela a mis l'État en banque. Et la dernière de ces grandes dépenses architecturales, la voici. C'est la Jama Masjid, une immense mosquée sur les hauteurs de Delhi. This place is actually like 500 meters away from the Red Fort. So it's Nous sommes near ici à 500 in- mètres du fort As rouge. you know, Et comme vous le savez, fantasy is to be sa building passion, c'était de construire de big grands buildings, huge édifices, buildings, immenses et expensive. coûteux. So this is one of them. C'en one est un. example. It has a Elle a une capacity of capacité de 25 000 25,000 people. personnes. Ce qui en fait la plus grande de l'Inde alors. Yeah, biggest in India, Oui, c'est la biggest plus grande mosque de in India. l'Inde. People come Les gens from, viennent de partout, you know, lot d'Inde, of mais places aussi de in l'étranger India pour and la abroad visiter. to visit this mosque. Aujourd'hui, le muezzin appelle à la prière sous ses volets d'arcade, de grès rouge et de marbre blanc toujours. Le style indo-musulman de Shah Jahan s'exprime ici une dernière fois, dans toute sa flamboyance. Mais les caisses du royaume sont désormais vides, ce que le fils de Shah Jahan, Aurangzeb, ne peut tolérer. Il assassine donc ses frères et renverse l'empereur pour prendre le pouvoir. Nous sommes en 1658. Et c'est à Agra, non loin du Taj Mahal, qu'Aurangzeb exile son père. Il l'enferme ici, au Fort Rouge, dans cette petite prison qui surplombe le fleuve. Non loin du harem, où il vécut des moments si heureux. Shah Jahan survit 8 ans dans cette prison de marbre blanc. Il s'éteint en 1666, en regardant, au loin, le mausolée de celle qu'il a tant aimée.